Chers frères et sœurs, bienvenue à notre programme d'aujourd'hui. Je m'appelle Odon Boulamba, je suis le présentateur de ce programme. Aujourd'hui, nous allons parler sur la RDC, le Rwanda et les États-Unis. Qui a vendu la paix au Congo? Ils veulent signer la paix pendant que la guerre respire encore. Et ça, c'est une chose qui n'est pas très normale. Pendant que le monde a les yeux rivés sur Washington, une autre négociation capitale avance en silence. À Doha, le Rwanda, la RDC et les États-Unis préparent un accord qui pourrait redessiner le destin du Congo sans que le peuple en soit informé. Il est 3 heures du matin dans un petit village du Sud Kivu. Une mère serre ses 2 enfants contre elle. Elle ne dort pas. Elle n'ose plus. Au loin, je disais qu'au loin, on attend les pas. Et ces pas, personne ne sait d'où est-ce qu'ils viennent. Les bottes, les chuchotements, dans une langue que cette mère ne comprend pas. Le M23 approche. Et elle se demande, est-ce que je vais revoir le matin? Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, dans des salons dorés de Doha, des hommes en costume échangent des sourires. Et ils parlent de paix. Ce n'est pas un accord de paix, c'est un accord de sécurité minière. Des déclarations de principes, des escalades, pendant que le sang est encore chaud dans les collines. Bienvenue dans Afrique sans masque. Aujourd'hui, on ne va pas vous répéter ce que les médias racontent. Non. On va vous déshabiller l'accord des Doha mot par mot. Marque et masque par masque. Parce que ce n'est peut-être pas une paix, mais un piège diplomatique, un accord qui ne guérit rien et qui pourrait enterrer le Congo. Une fois de plus, dans cette émission, vous allez découvrir ce que cache vraiment cet accord négocié entre la RDC et le M23. Les puissances étrangères qui tirent les ficelles dans l'ombre et surtout ce que le Congo risque de perdre à jamais. Eh bien, chers frères et sœurs, sans aller très loin, je vous dirais que parce que parfois, on ne signe pas pour arrêter la guerre, on signe pour faire taire les morts. Et voilà ce que nous allons discuter ensemble avec vous au courant de ces programmes que je vous présente. Alors, ce n'est pas un accord de paix, c'est un accord de sécurité minière. Doha, où le théâtre d'une paix écrite sans les victimes. Comme vous le savez, moi, quelqu'un a dit, je vais vous donner un discours direct. Moi, je m'appelle Félicité. On a tué mon mari devant moi à Saké. On m'a dit que c'était la guerre. Aujourd'hui, je vois leur chef en costume à la télévision. Et moi, je suis toujours dans un camp. Eh bien, tu ouvres les yeux, il est 5 heures du matin à Goma. Les coqs ne chantent plus comme avant. Tu regardes par la fenêtre, tu sais que ce n'est pas un jour comme les autres. Parce que, à quelques kilomètres d'ici, il y a des hommes en armes. Des garçons à peine plus vieux que ton petit frère, qui tiennent des villages entiers par la peur. Tu respires,
mais tu ne vis pas. Tu survis, peut-être, et pourtant, au moment même, dans un hôtel de luxe au Qatar, des hommes négocient la paix pour toi. Toi, tu vis la guerre, et eux, ils la signent. Doha, un mot devenu tendance dans les médias. Pour parler, espoir, dialogue, médiation. Mais ce que personne n'est dit, c'est que cette paix-là ne commence pas par un cessez-le-feu. Elle commence par un échange d'intérêts. Tango balobaka, kimia ou encore paix, toyebaki c'est pour les minéraux. Sur la table, il n'y a pas que du papier. Croyez-moi, mes frères. Sur la table, il n'y a pas que du papier. Il y a des vies, des villages, des territoires stratégiques et surtout du silence. Le silence des mères qui ne pleurent plus parce qu'elles ont dépassé les chagrins. Le silence des hommes enterrés sans nom. Le silence de ceux qu'on n'a jamais interrogés parce qu'ils ne portent pas d'uniforme. Doha, ce n'est pas une table de réconciliation, c'est un théâtre. Et je l'appelle théâtre diplomatique, où chaque camp vient défendre son agenda, pas celui du peuple, mais celui de ceux qui veulent stabiliser le chaos, sans jamais en guérir la cause. Et pendant qu'ils discutent, les rebelles avancent vers Uvira. Minova retient son souffle. Kalemi devient un point de tension. Mais à Doha, personne ne parle de ces villes. On parle des processus, de papier, des sourires face caméra. Mais écoute bien, chaque fois que le Congo a signé un accord, loin de ses morts, il a signé un nouveau cycle de souffrance. À Lusaka, en 1999, on avait promis le retour de paix. À Sun City, en 2002, on avait juré la réconciliation. À Nairobi, en 2013, on avait garanti la fin du M23. Chaque fois, le Congo a perdu un peu plus de lui-même. Doha risquait d'être la dernière illusion. Voilà pourquoi cette émission est urgente. Parce que pendant qu'ils veulent vous vendre une épée rapide, nous devons poser une seule question. Qui écrit cette paix? Et surtout, pour qui? Qui écrit cette paix? Et surtout, pour qui? Ce que le M23 demande et que Kinshasa semble prêt à céder. Ils sont arrivés comme ça, sans fracas, sans uniforme officiel, mais avec une position claire. Le M23 ne vient pas supplier, il vient exiger. Et si je vous disais que cet accord n'a pas été négocié, mais préparé depuis des mois, que tout ce théâtre n'est là que pour faire passer une pilule déjà avalée, que le peuple congolais ne discute pas, il assiste. Et ça, c'est vraiment un coup. Parce qu'à Doha,
Les hommes du M23 sont installés. Costumes bien taillés, dossiers bien préparés et regard droit dans les yeux. En face, des représentants du gouvernement congolais visiblement pressés de trouver un compromis, mais sans montrer leurs cartes. Première exigence. Libérer leurs hommes. Pas 2, pas 10, mais tous. Des logisticiens, des recruteurs, des ex-commandants accusés des crimes. Ils veulent qu'on les sorte et qu'on oublie pourquoi ils y étaient. Kinshasa hésite et sort une formule, libération au cas par cas. Mais tout le monde sait que ça veut dire une amnistie déguisée, une porte ouverte et une justice à géométrie variable. Deuxième exigence, que la vie reprenne dans les zones sous leur contrôle. Qu'on réouvre les banques, qu'on envoie les fonctionnaires, qu'on accepte de faire comme si tout ça était normal. Mais comment peut-on appeler normal des territoires conquis par la force, où les drapeaux congolais ont disparu et où les lois de Kinshasa ne s'appliquent plus? Ce qu'ils demandent, c'est qu'on les reconnaisse, non plus comme rebelles, mais comme autorité locale. En vrai dire, ne pas parler du passé, ça c'est la troisième exigence, ne pas parler du passé. Pas de débat sur les massacres, pas d'enquête sur les déplacés, pas un mot des viols ou encore des mots sur les viols, juste tourner la page. Mais comment tourner la page quand le livre est encore taché de sang? Et le plus grave, c'est que Kinshasa écoute. Le gouvernement ne claque pas la porte. Il ne se retire pas des discussions. Il n'exige rien en retour. Pas même une reconnaissance claire des souverainetés congolaises. Chers frères et sœurs, et toi, peuple congolais, on ne t'a pas demandé ton avis. Ce qu'il prépare à Doha, à Korea-Bagran, ce n'est pas un accord entre ennemis. C'est un contrat entre puissants où ta douleur sert de monnaie d'échange. Et pendant qu'on négocie à Doha, à Kinshasa, certains comprennent que les dangers ne viennent pas seulement de l'étranger. Il vient du fait que ceux qui défendent le pays, les Wazalendo, sont exclus du processus. Et c'est ainsi que naissent les ripostes locales. Des hommes comme Yakutumba ou d'autres prennent les armes parce qu'on ne leur laisse plus que le silence. Parce que oui, ils veulent la paix, mais pas ta justice. Ce que Kinshasa est prêt à signer sans te le dire. À Kinshasa, on ne dit pas grand-chose. On parle de dialogue, on parle de négociations sincères.
Mais on ne dit pas ce que la RDC s'apprête vraiment à céder. Pendant que les caméras sont braquées sur Doha, une autre pression s'installe, venue de Washington. Les Américains veulent un accord signé cette semaine. Un document propre, plié, présenté avant la rencontre officielle prévue avec le président Tshisekedi de la RDC et le président Paul Kagame du Rwanda aux États-Unis. Alors, Kinshasa prépare un texte. Et en vrai dire, ce n'est pas un texte de justice. C'est un compromis politique rédigé dans un langage flou, rempli de mots qui rassurent, mais qui ne protègent personne. Le Congo signe sous pression, le Rwanda signe pour les business. On y parle de cessez-le-feu, démobilisation, réinsertion, processus de paix inclusif. Mais aucun mot sur la restitution immédiate des territoires occupés, les réparations pour les victimes, les responsabilités des chefs de guerre, ni même la reconnaissance claire de l'agression étrangère. Et pourtant, Kinshasa avance pas à pas, silencieusement, comme si tout cela était normal. Parce qu'en coulisses, on ne leur dit pas signez maintenant ou vous perdrez tout. Et le Congo reste spectateur. Mais perdre quoi? Ce qui reste de Goma ou ce qui reste de crédibilité? Le Congo est devenu un couloir de transit pour les ambitions des autres. Et la vérité est simple. Le gouvernement congolais est en train d'acheter un instant de paix en vendant un morceau de souveraineté. Et ceux qui refusent de signer cet accord flou sont traités d'obstacles à la paix. Mais soyons clairs, soyons vraiment clairs là-dessus. Ce n'est pas un accord entre deux pays égaux. Ce n'est pas une sortie de crise négociée. C'est une reddition douce, rédigée pour éviter les scandales et faire plaisir aux puissances étrangères qui observent. Et pendant ce temps, ni toi, ni moi, ni les déplacés du Nord Kivu, ni les déplacés du Sud Kivu n'ont été consultés. Congo est un spectateur. Mais leur avenir est en train de se négocier à huis clos à coups de stylos dorés et de silences bien payés. On ne signe pas une paix authentique quand ceux qui souffrent n'ont même pas le droit d'ouvrir la bouche. Ce qui n'est pas dit dans l'accord, en vrai dire, c'est ce qui tue. Les parrains, que j'appellerais les parrains invisibles, les États-Unis, le Qatar, le Rwanda, qui tirent les ficelles. À Doha, ils étaient là. Les États-Unis, le Qatar, le Rwanda, M23, etc. Mais qui n'y était pas? Pas Nanga, pas les représentants des églises, pas les Wazalendo, pas Kabila. Et pas d'autres comme toi et moi. Un accord qui exclut tous ceux qui résistent encore. Est-il vraiment un accord de paix? Doha, ce n'est pas une terre de guerre. Ce n'est pas non plus une terre de paix.
c'est une scène des théâtres diplomatiques où les vrais acteurs n'ont ni cicatrices, ni familles déplacées, ni cadavres à pleurer. On veut légaliser le pillage sous couvert de stabilité. Autour de la table, les Congolais parlent, mais ce ne sont pas eux qui décident. Ce ne sont pas eux qui décident. Car dans l'ombre de ces négociations, trois puissances avancent. Et ils avancent leurs pions. Trois parrains invisibles, trois intérêts bien calculés. Et là, je pense qu'on peut toucher sur ces points-là. Premier acteur, les États-Unis. Ils sont là, officiellement en tant qu'observateurs. Mais quand l'observateur finance les routes, les armes, les élections, peut-on encore croire qu'il regarde sans intervenir? Les États-Unis veulent un accord rapide parce qu'ils veulent protéger les minéraux dont leurs industries ont besoin. Coltan, lithium, cobalt. Et pour ça, ils veulent un Congo stable ou au moins silencieux. Un pays qui saigne, mais qui ne crie pas trop fort. Deuxième acteur, le Qatar. Le Qatar ne fabrique pas des balles, mais il sait acheter la paix. En accueillant ces pourparlers, l'émir Tamim se positionne comme le nouveau médiateur africain, celui qui joue le pompier dans les incendies qu'il ne connaît pas. Mais ne vous y trompez pas, chaque crise résolue par le Qatar lui offre du prestige, des accords économiques et un accès discret aux ressources africaines. Croyez-moi, mes chers frères et sœurs, la paix est un business. Et Doha est son marché. La paix diplomatique, ou encore paix diplomatique, mais aussi en même temps guerre économique. Troisième acteur, le Rwanda. Là, il faut dire la vérité. Le Rwanda ne négocie pas à Doha. Il gère. Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères de Kagame, est venu en silence et sans éclat, sans micro. Mais il a rencontré son homologue congolais et ils ont parlé. Pas du peuple, pas des frontières, mais des paramètres. Parce qu'un deal qui réussit, c'est un deal où chacun garde ce qu'il contrôle. Et l'ONU et l'Union africaine et la MONUSCO, personne, silence radio, parce que dans cette pièce, les sièges sont déjà réservés. Et les autres ne sont pas, ou encore ne sont que des figurants. On croit que l'Ouganda ou le Rwanda parlent d'une seule voix, mais en réalité, ce sont des groupuscules militaires, économiques, familiaux, etc., qui manœuvrent. Certains généraux sont cousins, d'autres ont leur propre mine, et ce sont eux qui tirent les ficelles bien plus que les chefs d'État. Alors, posons la vraie question. Si ce ne sont ni les Congolais, ni les rebelles, ni l'État, ni l'ONU qui tiennent la plume, soki USA alobi toboyi, bongo biso tozali nani? Qui est vraiment en train d'écrire l'avenir du Congo?
Et dans quelle langue? On appelle ça diplomatie. Mais en vérité, c'est un code de pillage bien organisé. Washington veut sécuriser ses batteries, Qatar veut sa place sur la scène mondiale, et nous, on nous donne la paix à crédit, sans vérité, sans justice. Et si cet accord enterrait les Congos vivants? On signe l'accord, on serre des mains à Doha, on prend des photos, on poste sur Twitter un grand pas vers la paix, mais et sur les terrains, à Goma, à Bukavu, à Uvira, à Minova, qu'est-ce qui va vraiment changer? Aujourd'hui, on vous parle d'épée, mais il y a plusieurs types d'épées. Et certaines font plus de dégâts qu'une guerre. Je vais vous donner quelques scénarios. 1. La paix des façades. Les M23 ne tirent plus. Les combats cessent, mais rien ne bouge. Les territoires restent sous leur contrôle. Les populations vivent dans une prison à ciel ouvert et Kinshasa prétend que tout va bien. Le silence remplace les balles, mais la peur, elle, reste. Scénario 2. Le retour de la guerre. On signe, mais rien ne tient. Le M23 juge les promesses insuffisantes. Ou d'autres groupes armés se sentent trahis, alors ils reprennent les armes. Et cette fois, le site qui est déjà tombé tombe encore, Kalemi devient la prochaine cible, ainsi de suite. Et la RDC entre dans un nouveau front de guerre plus étendu, plus incontrôlable. Quand on signe trop vite, on ne construit pas la paix. On provoque une nouvelle explosion. Scénario 3. La paix empoisonnée. L'accord tient, les anciens chefs rebelles deviennent ministres, on les intègre, on les décore, les crimes sont oubliés, les victimes enterrées 2 fois, dans la terre et dans la mémoire collective. Et petit à petit, le Kivu devient un territoire à part, géré en soumet par ceux qui l'ont pris par la force. Le Rwanda va désormais piller avec facture. Ce ne sera plus le Congo, ce sera un espace hybride, ni guerre, ni nation. Ce n'est pas seulement un accord qu'on prépare à Doha. C'est le mode d'emploi d'un Congo fragmenté. Un Congo sans cohésion. Un Congo où chaque crise devient une porte de sortie pour un groupe armé. Un modèle à répéter demain à Ituri, puis à Beni, puis ailleurs. Et si ce modèle fonctionne au Kivu, pourquoi ne les reproduirait-on pas à Ituri ou ailleurs? Ou même demain à l'ouest, dans un autre contexte. Si chaque groupe armé sait qu'il peut obtenir un siège à Doha, alors c'est l'État lui-même qui vient de valider la fragmentation comme méthode de gouvernance. Eh bien, et personne ne semble poser la vraie question. Et si on était en train de légitimer la balkanisation du pays? Pas avec des armes, mais avec un stylo et une conférence de presse. Ce combat n'est pas seulement politique, il est moral, spirituel. C'est un combat entre la vérité et la manipulation, entre la mémoire et l'effacement.
Donc, la paix des Doha, un tombeau recouvert d'or. Ils vont vous dire que le Congo va mieux, que les armées se sont tues, que l'accord est signé et que les rebelles sont à la table, mais je vous l'ai dit, ce n'est pas une victoire. C'est un échange, un marché, un pacte écrit loin du sang et signé sans mémoire. On nous donne la paix à crédit, mais sans vérité ni justice. Parce que cette paix ne rendra pas les enfants à leur mère. Pas du tout. Elle ne reconstruira pas les villages brûlés. Elle ne ressuscitera pas les corps enterrés à la hâte dans les fosses ou les fossés. Et surtout, elle ne dira jamais qui a tiré le premier. Jamais. Alors, la paix des Doha, ce n'est pas un traité, c'est un rideau. C'est vraiment un rideau derrière lequel les intérêts s'embrassent pendant que le peuple s'était à genoux. On vous a montré ce que le monde préfère cacher. Alors, ne restez pas spectateur. Si cette émission t'a ouvert les yeux, ouvrez la bouche, commente, partage. Que ceux qui nous gouvernent sachent que le peuple voit et qu'il se souviendra. Les États-Unis ont signé l'armistice du pillage, pas sa fin. Accord sans peuple égale paix fantôme. Et pour ceux qui lisent la Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, 8e verset, il est écrit qu'ils ne connaissent pas le chemin de la paix et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Ce n'est pas la paix des Congolais, c'est la paix des multinationales. Alors, comme dicton du jour, aujourd'hui, je vais te donner un dicton des ASM. Une épée sans justice, c'est un cercueil bien poli. Elle rassure les vivants, mais enterre les vérités. Doha n'est pas la fin d'une guerre, c'est le début d'une carte du Congo, redessinée par ceux qui ne vivent pas dedans. Eh bien, chers frères et sœurs, une main qui signe, une autre qui tremble, et au milieu, un pays qui n'a même plus la force de dire non. Alors, question. Doit-on signer cette paix avec le M23? Vous pouvez répondre dans les commentaires oui pour arrêter les souffrances, non, c'est une capitulation seulement si la vérité est dite et la justice rendue. Ou encore vous pouvez dire ça ne nous dérange pas, nous accepterons tout. Vous êtes libre de vous exprimer là-dessus. Donc, donnez votre point de vue et dites-nous ce que vous pensez. Ici, c'était Afrique sans masque. Et aujourd'hui, plus que jamais, on vous a montré ce que le monde préfère cacher. Je m'appelle Odon Boulamba, j'arrive à la fin de ce petit programme et l'émission prochaine, je vais vous parler de l'historique un peu parce que ce que nous voyons aujourd'hui, ça ne commence pas avec Kagame.
Ça ne commence pas avec le Rwanda. Ça ne commence pas avec Tshisekedi ou encore Mobutu ou encore Kabila, non. Et là, je vous promets, dans l'émission prochaine, nous allons faire ainsi. Nous allons en parler plus. Merci pour votre attention. Je vous rencontre à la prochaine occasion. Merci, au revoir et à la prochaine.